Bonjour et bienvenue sur ce petit coin lecture pour la fin du tome 1 de la quête des Willan. Chapitre techniquement 6, mais je crois qu'il y a plusieurs parties. Je me rappelle, ouais. On doit être à la partie... Hop, survient. Voilà. Akiro, ça va être la partie 3, techniquement, c'est bizarre, comme s'il y avait 3 bouquins dans un seul bouquin. Donc... Chapitre, je suppose 6. Moi je regarde de plus près, mais bon. Allons-y. Camille suffoquait. Son idée était bonne, puisque le mercenaire n'avait pas réapparu. Mais l'oxygène se raréfiait. Il lui était de plus en plus difficile de respirer. Elle avait fait un pas sur le côté vers un endroit qu'elle n'imaginait pas revoir. L'eau du fleuve était glaciale. Dans l'obscurité, elle avait failli ne pas trouver la voiture planquée à la verticale dans la vase, bien qu'elle se soit matérialisée à moins d'1 mètre d'elle. En économisant ses mouvements pour ne pas dépenser inutilement son oxygène, elle s'était glissée dans le véhicule par une fenêtre ouverte à l'arrière. Elle avait ensuite entrepris de le refermer. Le mécanisme rouillé avait d'abord refusé de fonctionner. Camille avait senti son cœur s'affoler et ses poumons implorer de l'air. Elle avait repoussé la vague de panique et s'était acharnée sur la poignée. La vitre était remontée centimètre par centimètre jusqu'à se fermer complètement. Proche de l'évanouissement, elle avait utilisé ses dernières forces pour dessiner. Une grande poche d'air pur était apparue, chassant l'eau par le pare-brise avant cassé. Camille s'était agrippée au dossier de la banquette et ses poumons fonctionnant à toute vitesse avaient rattrapé le temps perdu. Elle calcula que si elle ne faisait pas de mouvements superflus, elle disposait d'1 quart d'heure devant elle. L'oxygène finirait alors par manquer, et en dessiner à nouveau ne servira à rien puisque le dioxyde de carbone, qui s'accumulait peu à peu, était plus léger et ne serait pas chassé de la voiture. Il faut que je masque mon don, se dit-elle. Mon plan de sauvetage d'urgence a fonctionné, et cette espèce de psychopathe ne peut pas me retrouver avec l'écran formé par l'eau du fleuve. Mais dès que je sortirai, car il faudra bien que je sorte, il va me sauter dessus et me découper en morceaux. Elle passa en revue tout ce que Maître Duhomme et Edwin lui avaient appris. Et Letzlich l'avait retrouvé sans difficulté dans la forêt de Baraï, guidé par le retentissement de son pas sur le côté. Mais il devait y avoir autre chose. L'avertissement d'Edwin lui revint une fois de plus en mémoire. Tu as dû laisser traîner une part de ton esprit dans l'imagination et ça les a attirés. Était-il possible que sa trace ait subsisté parce qu'elle n'était pas complètement sortie des spires? Et si oui, comment quitter l'imagination après avoir dessiné? Elle réfléchit intensément. Dessiner revenait à pénétrer dans une autre dimension. Avait-elle laissé la porte ouverte en ressortant? L'idée, malgré la gravité de la situation, la fit sourire. Elle se concentra néanmoins sur cette pensée et perçut très vite un changement. Un lien dont elle ignorait l'existence s'était rompu au moment où elle l'avait fermé. La porte. Elle était sortie d'imagination entièrement cette fois-ci. Le manque d'oxygène commença à se faire ressentir et l'eau du fleuve regagnait peu à peu le terrain perdu. Il lui fallait se décider. Elle prit une large bouffée d'air avant de se glisser par le pare-brise. Elle frôla le fond vaseux et battit des pieds pour gagner la surface. La remontée fut rapide. Quand elle émergea, elle se repéra aussitôt. Elle nagea vers la rive ouest, sans essayer de lutter contre le courant qui la faisait dériver, et prit pied sur le quai. Elle grelottait et fut soulagée de ne voir apparaître aucune silhouette menaçante. Elle ne redeviendrait repérable que si elle dessinait. Il ne lui restait plus qu'à aller voir Salim. Elle traversa la berge pour gagner le boulevard qui la conduit au peintre. Soudain, elle s'arrêta. Elle palpa fiévreusement ses poches avant de baisser les bras catastrophée. Le chuchoteur, il avait disparu. Elle grimaça, en imaginant le petit animal noyé au fond du fleuve. Cette pensée lui faisait mal. Elle retrouva un peu d'espoir en se disant qu'il avait peut-être effectué un pas sur le côté avant son plongeon. En quelques minutes, elle arriva à la cité de Salim. Il y avait de nombreuses personnes au bas des immeubles qui observaient avec surprise ses vêtements trempés et sa mine défaite. Sans les commenter. Elle n'était venue qu'une fois chez son amie, pourtant elle retrouva sans difficulté la tour Picasso. Évidemment, l'ascenseur ne fonctionnait pas, et lorsqu'elle eut gravi à pied les 11 étages, elle avait moins froid. Elle frappa à la porte. À son grand soulagement, ce fut Salim qui ouvrit.
Il la contempla un long moment avec effarement, puis lui demanda: « Ne me dis pas que tu es retourné te baigner dans le fleuve ?» Salim, qu'est-ce qui se passe? Un mercenaire du chaos nous a suivis. Il m'a attaqué chez moi. Je m'en suis sorti de justesse. Un jeune garçon passa la tête à la porte. Salim le repoussa et s'avança dans le couloir. Viens, descendons, proposa-t-il. Il faut que nous dressions un plan. Attends, je vais t'apporter des vêtements secs. Il revint 2 minutes plus tard avec un jean et un t-shirt. Et détourna les yeux pendant que Camille se changeait rapidement dans la cage d'escalier. Ils descendirent et s'installèrent sur un banc délabré, à une vingtaine de mètres de l'entrée de la tour. Pétard de pétard, lança Salim. Qu'allons-nous faire? Je ne vois que 2 solutions, annonça Camille. Le garçon eut l'air surpris. 2? Moi qui étais persuadé qu'il n'y en avait aucune. Raconte. C'est tout simple, du moins à dire. Soit repartir en Gwendalavir, soit filer à Paris pour retrouver mon frère. Je me disais bien aussi que ces 2 solutions étaient trop beaux. Tu ne proposes que des choses impossibles. Presque impossible, rectifiait Camille. En tout cas, on ne peut pas rester ici. Cette ville est devenue un vrai coupe-gorge. Nous pourrions nous abriter chez moi le temps de réfléchir, proposa Salim. À cet instant, une voiture de police se gara devant la tour. 2 hommes en uniforme en descendirent, le troisième était l'inspecteur Franchina. Ils entrèrent dans le hall. Raté, souffla Camille, en se baissant, bien qu'avec la distance et l'obscurité, elle n'eut aucune chance d'être reconnue. Mes parents ont alerté la police et signalé ma disparition. Vous pourriez lui demander de l'aide. Les grilles qui ont failli avoir ma peau auront disparu, d'accord, mais le plancher de ma chambre est ravagé, les murs de la cuisine sont certainement troués comme une passoire, et mes parents ont dû voir le mercenaire. Comment expliquer ça à ces messieurs de la police? En leur faisant un dessin pour qu'ils comprennent mieux peut-être? Camille avait haussé le ton et Salim sentit qu'elle était tendue comme un ressort. D'accord ma vieille, dit-il conciliant. Je n'insiste pas, il y a des chances il y a des chances qu'en racontant tout ça à la police, on se retrouve bien au chaud dans un asile. Et le mercenaire n'aurait qu'à nous cueillir. Peut-être serait mieux d'aller retrouver Edwin et les autres. Non, nous allons à Paris. Mais tu as dit que... J'y réfléchis. Ils comptent sur nous, nous n'avons pas renoncé à la première difficulté. Un mercenaire du chaos, objecta Salim, c'est une difficulté de taille. Tu as raison, acquiesça Camille, mais tu n'es pas obligé de m'accompagner, c'est moi qui le veux. Tu peux laisser tomber si tu préfères. Elle avait parlé d'un ton calme et sec. Salim leva les bras à ciel. Et voilà, exclama-t-il, elle recommence. Tu veux que je te l'écrive en alexandrin sur un papier de notaire? Si tu pars, je pars. Où tu vas, je vais. Même au fond du fleuve. Alors arrête de dire des bêtises et réponds à mes questions. Quelles questions? Celles que je vais te poser. Eh bien, pose-la. On y va comment à Paris? En train ou en avion? Fin du chapitre 6 de la partie 3. Désolé, ce sera un peu brouillon. Mais faudrait que je revérifie, bref. Il était presque minuit lorsqu'ils arrivèrent à la gare. Bon, dit Salim, récapitulons. Nous devons prendre le train pour Paris. Pour le moment, tout va bien. Nous sommes dans une gare, il y en a un qui part à 5 heures. Là où ça se complique, c'est que nous avons en tout et pour tout une vingtaine d'euros à notre disposition. J'ai peur que ce soit insuffisant même pour 2 allées simples en 2e classe. Je t'ai connu plus combatif, ironisa Camille en se laissant tomber sur un banc. Tu pourrais peut-être dessiner une liasse de billets de 50 euros, suggéra-t-il. Sans problème. Pendant ce temps, tu tiendras compagnie à d'autres amis le mercenaire qui ne manquera pas de rappliquer. Chacun son boulot, pas vrai? Au fait, je t'ai précisé que c'était un mentai, une sorte d'assassin avec des super pouvoirs. Tu vieillis mal, se moqua Salim. Tu perds ton sens de l'humour, il faut que tu te ressaisisses. Camille ne l'écoutait plus, ses yeux se fermaient malgré ses efforts pour les garder ouverts. Elle se sentit doucement basculer dans le sommeil. La voix de Salim n'était plus qu'un murmure inaudible. La petite boule de poil qui venait de se nicher sur ses genoux commença à ronronner béatement. Camille rouvrit brusquement les yeux. Contre la paume de sa main, le chuchoteur dressa les oreilles avant de ronronner de plus belle. « Regarde Salim, murmura-t-elle, il est revenu. » Le garçon sursauta et inquiet jeta un coup d'œil autour de lui. « Qui? Le mercenaire ?» ?»« Mais non, le chuchoteur, là, sur mes genoux. » Salim se pencha pour l'examiner. On dirait un rat nain avec des yeux de hibou. « C'est un chuchoteur, espèce de mollusque, » répliqua vertement Camille. J'avais très peur qu'il se soit noyé. Je me demande comment il a fait pour me retrouver. Il est sacrément doué. Salim eut un rire moqueur. S'il est si doué que ça, il pourrait peut-être nous procurer 2 billets pour Paris. Je te rappelle que nous avons un train à prendre.
Admets que si je suis un mollusque et non plus un crustacé, ton rat lui est aussi impuissant que moi à nous aider. Le chuchoteur lui lança un regard réprobateur et poussa un couinement. Il dit que tu es injuste et grossier, traduisit Camille. Parce que tu parles, le rat, maintenant s'étonna Salim. Camille soupira bruyamment. Nous allons voyager sans billet, décidait-elle. Et si on nous contrôle, on descend du train et on prend le prochain. Comme personne ne nous expulsera en marche, de gare en gare nous ferons bien par arriver à Paris. Salim jaugea préférable de ne pas insister. Ils se calèrent tant bien que mal contre le dossier du banc et somnolèrent sans que personne ne leur demande quoi que ce soit. L'aube était proche lorsqu'ils montèrent dans le train. Une fois installés dans le wagon, Camille s'endormit immédiatement. Salim, lui, résistait au sommeil. Il a envie de réfléchir un peu à ce qui lui arrivait, mais ses facultés intellectuelles étaient, elles, déjà assoupies. Il se contenta de contempler son amie avec le regard qu'il lui réservait quand elle ne savait pas qu'il l'observait. Le chuchoteur sortit la tête de sa cachette et le dévisagea avant de réintégrer la poche. Salim sourit. Une telle créature aurait suffi à émerveiller n'importe qui pendant la moitié d'une vie. Mais Camille et lui avaient vécu tant de choses en si peu de temps qu'elles lui paraissaient seulement pittoresques. Tout était calme dans le wagon. De nombreuses places étaient vides. La plupart des voyageurs sommeillaient. On n'entendait que le sifflement régulier du train, ponctué par des staccatos des raccords entre les rails. De temps en temps, la porte de communication entre les wagons chointait et un voyageur passait en vacillant. Salim se pelotonna contre le dossier de son fauteuil, il ferma les yeux. Ils ne surent jamais si un contrôleur était passé pendant qu'ils dormaient, mais quand ils se réveillèrent, le train approchait du terminus, et le wagon grouillait de vie. Les voyageurs se levaient et attrapaient leurs sacs, défroissant leurs vêtements. Camille sourit à Salim. « Je me sens sale, et je suis aussi reposé que si j'avais dormi dans une essoreuse à salade. C'est à peu près ça ma vieille, sauf que tu ne ressembles pas à une laitue. Par contre, je suis d'accord, t'es vraiment sale. Et peut-être pour être complètement honnête, je dois avouer que tu ne sens pas très bon non plus. » Tu es parfait, Salim. J'avais oublié qu'en plus de tes innombrables qualités, tu savais parler aux filles, de manière aussi délicate. Le garçon tout sauta, l'air soudain gêné. Regarde, dit-il, on arrive. Le train avançait à petite vitesse. Par la fenêtre, ils virent d'innombrables rails s'entrecroiser en formant un indémêlable écheveau. Des immeubles gris et anonymes bordaient la voie ferrée. L'air du matin, à peine naissant, semblait déjà souillé par des vapeurs de pollution. « C'est plutôt moche, Paris, tu ne trouves pas ?» demanda Salim. Paris, ce n'est pas seulement la gare de Lyon, rectifiait Camille, mais pour l'instant, je suis d'accord avec toi. Malgré l'heure matinale, il y avait du monde sur les quais. La gare était en travaux et de nombreuses barrières protégeaient les zones sensibles, créaient des rétrécissements où les voyageurs se bousculaient. Il leur fallut un bon moment pour gagner la rue. « Et maintenant ?» interrogea Salim. « Nous allons dénicher un endroit où prendre un petit déjeuner. Nous achèterons ensuite un plan de Paris. Nous irons à l'école des Beaux-Arts et nous trouverons mon frère. Ça te convient comme programme ?»« Au poil, ma vieille, affirma Salim, surtout en ce qui concerne le petit déjeuner. » Il se trouvait sur un large trottoir devant la gare. Des gens pressés se croisaient dans tous les sens. Paris s'éveillait et la circulation devenait plus dense de minute en minute. Camille entraîna son ami. Ils traversèrent une première avenue puis une deuxième. Ils étaient fatigués tous les deux, l'esprit encore embrumé par les quelques heures de sommeil prises dans le train. Salim s'engagea sur la chaussée sans remarquer que le feu piéton était rouge et qu'une grosse Mercedes noire arrivait sur lui. En une fraction de seconde, Camille comprit que le conducteur ne pourrait pas l'éviter. Elle se jeta dans l'imagination. Maître Duhomme aurait été fier d'elle. L'effet de son dessin fut radical. Il y eut une explosion et la voiture s'arrêta net dans un bruit de ferraille strident à 1 mètre de Salim. Camille lui attrapa le bras. « Viens, ordonna-t-elle, il faut courir à présent. »« Mais nous sommes en danger, Salim, cracha-t-elle. Le mercenaire va rappliquer. Tu l'attends ou tu cours ?» La nouvelle agit sur lui comme un coup de pied aux fesses. Il détala, suivi par Camille. Ils tournèrent au coin de la première rue et foncèrent droit devant eux. Le conducteur de la Mercedes sortit de son véhicule et, consterné, contempla son moteur noirci au travers du capot déchiqueté. Tout s'était passé très vite, et il n'avait eu de Salim qu'une vision fugitive. Il se demandait même s'il n'avait pas rêvé. Le garçon, les dommages à l'avant de sa voiture... Il se demandait même s'il n'avait pas rêvé le garçon. Les dommages à l'avant de sa voiture étaient par contre bien réels. Il saisit son téléphone portable et se préparait à passer un coup de fil lorsqu'une voix retentit dans son dos.
Puis-je vous aider? Il se retourna. L'homme qui s'adressait à lui avec amabilité était vêtu d'un costume gris de belle coupe et au contraire des badauds indifférents, paraissait faire preuve de compassion. Je ne sais pas ce qui s'est passé, commença le conducteur de la Mercedes. J'ai cru voir un garçon se jeter sous mes roues et soudain il y eut cette explosion. Il faudrait... Où est-il allé? Le coupa l'inconnu. Mais je... Où? Répéta l'homme en gris, tout d'un coup menaçant. Je me fiche de ce garçon, s'emporta le conducteur. Ma voiture. Mais que faites-vous? L'inconnu venait de le saisir au collet et le plaquait contre la portière. Il tenta de se dégager, mais le bras qui l'empoignait semblait d'acier. Il se sentit doucement soulevé jusqu'à ce que ses pieds quittent le sol. Tu n'es guère poli, souffla l'inconnu d'une voix grave, mais je n'ai pas le temps de parfaire ton éducation. Je cherche 2 jeunes gens, de 13 ou 14 ans. Une fille blonde, les cheveux longs, les yeux d'un violet remarquable, assez jolie, et un garçon noir avec des tresses. Tu les as vus? Camille et Salim étaient loin. Ils avaient couru un bon moment et étaient entrés dans un café. Assis devant 2 tasses de chocolat chaud et une panière de croissants, ils essayaient de se remettre de leurs émotions. Tu crois que ça a suffi pour qu'ils te retrouvent? Demanda Salim. J'en suis certaine. Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme on a décidé, nous n'avons pas le choix. Salim soupira et trempa son croissant dans son chocolat. Il avait choisi un établissement discret, des habitués entraient, commandaient un café qu'ils buvaient en jetant un coup d'œil sur le journal du matin posé sur le comptoir, sans un regard pour les 2 adolescents assis près du jukebox silencieux. Ils veulent tomber dessus, c'est inévitable, grogna Salim. Nous sommes à Paris, objecta Camille. Et alors? Alors il y a dans cette ville plus de 2 millions d'habitants et presque 10 millions si l'on considère l'agglomération. Autant chercher une aiguille dans une botte de paille. Il sait que nous sommes ici, mais il ne nous tient pas encore. Un peu plus tard, ils achetèrent un plan de Paris dans un kiosque. Ils s'assirent sur un banc pour l'examiner. L'école des beaux-arts se trouvait au cœur de Saint-Germain-des-Prés, presque en face du palais du Louvre. Ils se regardèrent rassurés. Ils pouvaient y aller à pied. Se mirent en route rapidement, tranquillement. Camille, en se rapprochant de ce frère inconnu, se sentait partagée entre la hâte de le rencontrer, enfin, et la crainte d'être déçue. Elle se le représentait comme un mélange de gens importants qu'elle connaissait, mais se doutait qu'il serait totalement différent de ce qu'elle imaginait. De fait, l'apparence physique ne comptait pas, une seule question le préoccupait. Accepterait-il de rejoindre Gondalavir? Ils gagnèrent les bords de la Seine qui longèrent avant d'arriver devant l'école. C'était une imposante et majestueuse bâtisse en U. Ils se tinrent un moment derrière la grille qui s'ouvrait sur une immense cour pavée. Camille regarda Salim qui comprit le message. Courage, ma vieille, lança-t-il d'une voix forte. Après ce qu'on vient de vivre, ce n'est pas un portail à faire forger qui nous fait peur. À l'attaque. Il la prit par la main et ils entrèrent dans la cour. Ils tentèrent d'ouvrir la porte du bâtiment principal lorsqu'une voix retentit dans leur dos. Il n'y a personne, les jeunes, c'est fermé. Ils sursautèrent avant de se retourner confus. Un homme en salopette de travail, une boîte à outils à la main, les dévisageait affablement. Il n'y a pas de cours aujourd'hui, précisait-il, à cause des examens, je crois. Si vous cherchez le secrétariat, c'est l'autre porte. Fermé? Répéta Camille. Oh non. L'ouvrier parut surpris. Qu'est-ce que vous voulez? Leur demanda-t-il. Nous cherchons un étudiant, expliqua Salim, c'est important. Revenez demain, tout le monde sera là. Camille domina sa déception et remercia l'homme. Elle entraîna Salim vers les quais de Seine et ils s'assirent sur un parapet. C'est vraiment pas de bol, soupira-t-elle. Juste quand on touchait au but, il va falloir attendre demain. Salim lui tapota l'épaule. Et pour dormir, on fait comment? Fin du chapitre. Je vais me chercher à boire.
Ok. Alors, chapitre suivant. Un hôtel proposa Salim. Ils avaient déambulé dans les rues sans vraiment prêter attention à ce qu'ils voyaient. La journée s'était écoulée au ralenti, et maintenant que la nuit était là, leur fatigue se faisait de plomb. Tu as déjà proposé ça 1000 fois. Je te rappelle que notre argent a servi à nous acheter les 2 sandwichs que nous venons de finir. Et si nous demandions l'hospitalité à quelqu'un? Bonne idée, commenta Salim. Comme ça, on est sûr de finir la nuit au poste de police et d'être mis dans le train de retour demain matin. Mais nous sommes mineurs, Salim, et nous sommes dans la vraie vie, pas dans un film ou dans un roman. D'accord, c'est toi le chef. Qu'est-ce que tu proposes? Rien du tout. Je sais juste que j'ai mal aux pieds et affreusement sommeil. Salim entraîna son amie dans un square et se laissa tomber avec elle sur un banc. Elle allongea ses jambes avec un soupir d'aise. Que ça fait du bien, j'ai l'impression d'avoir marché toute la journée. Mais tu as marché toute la journée, tu l'as déjà oublié? Tu recommences à m'inquiéter. Salim, je suis crevé. Avec la meilleure volonté du monde, je n'arrive pas à te trouver drôle. Si on dormait ici, sur ce banc? Pourquoi pas? Nous avons dormi dans des auberges, à la belle étoile, à l'arrière d'un chariot. Qu'est-ce qu'un banc a de plus surprenant? C'est que... commença Salim. Ce serait une foutue mauvaise idée, acheva une voix dans leur dos. Ils se retournèrent d'un bloc. Un homme était allongé près d'un buisson, juste derrière eux, enveloppé malgré la chaleur dans un long manteau gris. Et pourquoi donc? Répliqua Camille. Vous êtes bien installé pour la nuit, non? Erreur, demoiselle, rétorqua l'homme en se levant péniblement. Erreur. Je profitais de la tombée du soir dans un des rares coins de cette foutue ville où l'on peut encore entendre chanter un rossignol. Maintenant je me tire, j'ai pas envie de me faire rafler par ces foutus condés. Camille sourit malgré elle. C'est-à-dire? Le clochard s'approcha en se grattant le ventre sous son tricot. C'était un vieil homme mal rasé, au visage marqué par les excès et les épreuves. Il plissait les yeux comme si sa vue était déficiente, et ses iris avaient un aspect laiteux. C'est-à-dire que dans quelques foutues minutes, la police va débarquer dans ce foutu parc et embarquer tous ceux qui y traînent. Salim se tourna vers son ami. Bravo pour ton idée de nuit à la belle étoile. Camille ne lui accorda aucune attention. Elle s'adressa de nouveau au clochard. Excusez-moi si je suis indiscrète, mais vous allez dormir où? J'ai une planquette, dit le clochard. Vous avez fugué? La question était directe. La réponse de Camille le fut tout autant. Oui, et on ne sait pas où dormir. L'homme réfléchit un instant puis se décida. Si tu veux, proposa-t-il à Camille, on fait un marché. Je vous emmène dans ma planquette et en échange tu me fais la lecture. La lecture? Qu'est-ce que ça a de drôle, se porta-t-il. Tu crois qu'il faut porter un costume 3 pièces et rouler en Rolls pour aimer les livres? Non, pas du tout, affirma Camille. Je suis d'accord pour vous lire tout ce que vous voulez. Le clochard dénuda 3 chicots jaunis en guise de sourire. Alors on y va, ça va devenir malsain par ici. On va dans votre foutue planquette? Demanda Salim. C'est ça mon gars, c'est ça. Et si tu te figures que parce que j'ai été ratatiné par la vie bien avant ta naissance, tu as le droit de te fiche de moi, il se pourrait que je t'enseigne le respect et la générosité à coups de pied au cul, compris? Compris monsieur, fit Salim soudain confus. Le clochard les guida hors du square. Ils empruntèrent une série de rues étroites et débouchèrent dans une impasse au fond de laquelle se dressaient de gros conteneurs à ordures. J'espère que ce n'est pas ça, sa planquette, murmura Salim. Le vieil homme passa derrière les conteneurs. Il tâtonna un instant puis souleva une plaque en métal. Les égouts? s'étonna Camille. Non, fillette, répondit l'homme en repoussant la plaque. Les catacombes. Il n'y a que 3 mètres à descendre. Passez devant, je refermerai. Une échelle métallique rouillée s'enfonçait dans l'obscurité. Comme Camille ne bougeait pas, Saïm soupira. J'aurais dû m'en douter, maugréa-t-il. Le mollusque part en éclaireur dans les égouts. Camille, tu es sûr de toi? Elle se contenta de hausser les épaules. C'est bon, j'ai compris, poursuivit-il. J'y vais. Il empoigna les premiers échelons et disparut dans le puits noir. Très vite, sa voix retentit. Ça roule, ma vieille, je suis en bas et j'ai liquidé les rats, les serpents, les scorpions et même un alligator des marais, tu peux descendre. C'est génial ici, sauf qu'on n'y voit rien. Camille le rejoignit. Elle discernait à peine sa silhouette dans la maigre lueur qui arrivait d'en haut. Le clochard tira la plaque derrière lui et il fit totalement noir. N'ayez pas peur, les mioches, lança-t-il. Il y a tout le confort voulu ici. Regardez. Il y eut un grattement et une allumette s'enflamma. Il l'approcha d'une lampe à pétrole et la scène s'éclaira. Il se trouvait dans une salle d'environ 5 mètres de côté, entièrement taillée dans une roche percée de nombreuses niches. Une porte métallique rouillée et impressionnante se dressait sur le mur qui leur faisait face. Une paillasse était jetée dans un coin à côté d'une caisse en bois. Des boîtes de conserve vides et des bouteilles vides, elles aussi, jonchaient le sol.
Contre tout attendre, l'endroit diffusait une véritable chaleur humaine. Voici ma planquette, annonça l'homme avec une certaine fierté. Nous sommes vraiment dans les catacombes demanda Salim. Pour sûr, mon gars, pour sûr. Les vrais de vrais. Les vrais de vrais se trouvent plutôt sous le 14e. Mais ces souterrains leur ressemblent vachement. Il y en a des kilomètres sous Paris. Souvent ce sont des galeries, mais parfois on trouve des salles comme celle-ci. Et l'entrée là-haut? Va savoir, mon gars, va savoir. Les catacombes correspondent souvent avec le réseau des égouts. C'est peut-être une plaque de visite fut un temps. Et la porte en fer? Elle doit s'ouvrir sur un labyrinthe de galeries, mais j'ai pas la clé. Et c'est aussi bien comme ça, je suis tranquille dans ma planquette. Dis-moi, petit gars, tu poses toujours autant de questions ou t'es malade? Camille s'était approchée de la paillasse qu'elle contemplait avec convoitise malgré son état de vétusteté. Elle jeta un coup d'œil sur la caisse de bois qui était ouverte, elle était pleine de livres. Le clochard se tourna vers elle. Ça, c'est mon trésor, les plus beaux livres du monde. Elle haussa les épaules avant... Il haussa les épaules avant de poursuivre. Mais je peux pas en profiter. Vous ne savez pas lire? Hasarda Salim. L'homme lui jeta un regard courroucé. J'ai lu plus de livres que tu n'en verras de toute ta vie, m'en veux. J'aurais aimé continuer jusqu'à ma mort. Mais mes yeux n'ont pas été d'accord. J'arrive encore à voir de loin, mais pour ce qui est de lire... Sa voix se brisa, et pour donner le temps de se reprendre, Camille prit un livre dans la malle. Elle en lut le titre, La condition humaine. J'ai aimé celui-ci, dit-elle, même si je n'ai peut-être pas tout compris. Il la contempla émerveillé. Tu as lu Malraux à ton âge? C'est un phénomène, cette fille, expliqua Salim, en se rengorgeant. Si c'était une poule, son premier œuvre serait l'Encyclopédia Universalis. Camille leva les yeux au ciel. De mieux en mieux, Salim, on peut difficilement faire plus délicat que comparer une fille à une poule. Le clochard s'était approché de la caisse. Regarde un peu, fillette, si tu peux me trouver l'art d'être grand-père de Victor Hugo, lis-moi quelques pages et je m'estimerai le plus heureux des hommes. Camille farfouilla un moment et finit par dénicher l'ouvrage. Elle s'assit sur la paillasse et le vieil homme prit place à côté d'elle. Elle ouvrit le livre avec un étrange sentiment. Un souvenir oublié gagnait lentement la surface de son esprit. Elle se revoyait toute petite, confortablement installée sur un édron de plumes. À côté d'elle, une jeune femme lui lisait une histoire merveilleuse. Une voix douce, en la regardant avec tant d'affection que... Le chuchoteur dans sa poche poussa un petit cri et bondit sur ses genoux. Il tremblait. « C'est quoi cette bestiole » demanda l'homme. « Un rat ?»« Non, monsieur, ça serait plutôt une sorte d'écureuil nain. »« Ah bon? T'es prête ?» Sous les caresses de Camille, le chuchoteur s'était calmé. Elle commença sa lecture. Elle n'avait jamais vraiment apprécié Victor Hugo, mais elle adorait lire, et par reconnaissance pour leur hôte, elle y mit tout son cœur. Quand elle eut terminé, de grosses larmes coulaient sur les joues ridées du clochard. Il les essuya du revers de la main et se tourna vers elle. « Tu ne peux pas savoir ce que tu viens de m'offrir. »« Que... Non, ne dis rien, ne demande rien. Nos vies se sont croisées ce soir, et grâce à toi j'ai pu revenir loin, en arrière, vers des jours meilleurs. En dire plus serait une erreur, je ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui j'étais. C'est bien ainsi, vous allez dormir et demain nos routes se sépareront. » Elle se leva brusquement et attrapa une vieille couverture Il se leva brusquement et attrapa une vieille couverture qu'il jeta par terre. « Je vous laisse la paillasse, ce n'est pas terrible mais vous irez mieux que sur le banc. En principe il ne devrait pas y avoir de puce, je n'éteindrai pas la lampe cette nuit. Dormir dans le vrai noir quand on n'a pas l'habitude ça peut être effrayant. » Il s'approcha de la lampe à pétrole, baissa la flamme jusqu'à ce qu'elle ne diffuse plus qu'une frêle lueur, puis il s'allongea sur la couverture. « Bonne nuit les mioches, si je ronfle, n'hésitez pas à me secouer, ça devrait m'arrêter. »« Bonne nuit, » répondit Camille en s'allongeant à son tour imité par Salim. Chapitre 9. Camille se réveilla en sursaut. Pendant un court instant, elle ne sut pas où elle était, puis elle se souvint et les battements de son cœur s'apaisèrent. Elle consulta sa montre, il était 7 heures du matin. Salim et le clochard dormaient profondément. Le chuchoteur remua contre son cou. Elle le caressa doucement jusqu'à ce qu'il ronronne. Elle pensait à ce qu'elle venait de vivre, à tous ces gens au destin complexe qui se croisaient sans jamais se rencontrer, à l'injustice et à la force de la combattre. La vie et le destin du vieil homme qui les avait accueillis l'attristaient particulièrement. Il aurait tellement souhaité continuer à lire. Le ronronnement du chuchoteur changea et un petit dessin naquit, semblable à celui qui avait créé le message de Maître Guillaume. Les mots surgirent dans son esprit. « Je crois que tu peux y arriver. Il faudrait faire vite car l'autre ne tardera pas. Mais c'est possible. Je m'occuperai de la porte.
Ton hôte, il s'appelle Paul Véran, sera en sécurité dans les catacombes et tu t'enfuiras par la trappe avec Salim. Camille frissonna avant de sourire largement. La voix appartenait à la jeune femme qui dans son souvenir lui lisait l'histoire merveilleuse. La voix de sa mère. Elle s'assit sur la paillasse en secouant Salim. Réveille-toi, on s'en va. Quoi? On s'en va. Il vient juste de fermer l'œil, protesta Salim. Non, c'est le matin. Mais je vais dessiner Salim, et le mentai se pointera dans les secondes qui suivront. Il vaut mieux que nous soyons prêts. Le clochard s'assit à son tour. Il tendit le bras et monta la flamme de la lampe. Que se passe-t-il, les mioches? Le nom vous empêche de dormir? Camille le regarda gravement. Non, monsieur Véran. Comment connais-tu mon nom? Ce serait trop long à raconter, nous n'avons pas le temps. Pour sang, petite, mais qu'est-ce que tu racontes? Rien d'important, maintenant écoutez-moi bien. Nous allons partir et vous ne nous reverrez jamais. Mais avant, il va se passer quelque chose d'étrange, qu'il ne faudra pas chercher à comprendre. La porte métallique va s'ouvrir et vous vous enfuirez sans vous retourner, sans attendre quoi que ce soit. Vous ne reviendrez que dans 3 jours, il y va de votre vie. Mais, s'il vous plaît, monsieur Véran, ne posez pas de questions, faites ce que je vous dis. Le vieil homme la fixa longuement en plissant les paupières. Finalement, il haussa les épaules. Comme tu veux, gamine. Si cette porte s'ouvre, je te promets de m'enfuir sans me retourner. Quoi qu'il se soit passé, ça te va? Camille hocha la tête et se retourna vers son ami. Salim, tu montes à l'échelle, tu ouvres la plaque et tu m'attends en haut, d'accord? Alors ça, pas question, s'insurgea le garçon. N'imagine pas que tu peux me faire n'importe quoi. Salim? D'accord, capitula-t-il. Je ne suis qu'un mollusque, je ne vois pas pourquoi j'essaie à tout prix de réfléchir. Tu ne veux plus dormir? Parfait, je n'ai plus sommeil. Tu veux sortir? Ça tombe bien, moi aussi. Je t'attends là-haut, mais tu as intérêt à te dépêcher. Il empoigna l'aisselle, grimpa jusqu'à la plaque sans voir le regard affectueux que Camille posait sur lui, et qui lui aurait sans doute permis de voler directement jusqu'à la sortie. Camille attrapa le chuchoteur qui était resté sur la paillasse et caressa ses oreilles avant de le déposer près de la porte métallique. C'est quand même pas ta bestiole qui va défoncer ce bloc d'acier, s'étonna le clochard. En guise de réponse, Camille se concentra. Elle savait qu'il lui fallait agir très vite, mais cela ne l'effrayait pas. Sa mère était vivante et la soutenait, elle se sentait invulnérable. Le dessin naquit, couleur chatoyante et forme arrondie, avant qu'une réalité ne soit figée. Camille modela sa création, la forçant à intégrer un corps réel au lieu d'en devenir un nouveau. Les couleurs environnèrent... Les couleurs environnèrent Paul Véran sans qu'il s'en rende compte. Les formes jaillies de l'esprit de Camille le pénétrèrent, se lièrent à ses nerfs optiques, à ses pupilles, à ses iris, avant de basculer dans la réalité. Il ouvrit de grands yeux émerveillés. Je vois, cria-t-il, je vois. Le verrou de la porte métallique cliqueta et le battant s'ouvrit sur une galerie sombre. Faut tenir votre promesse maintenant, lui rappela doucement Camille. Partez sans attendre. Il la contempla une seconde comme pour graver son image dans son esprit. Puis il saisit la lampe à pétrole et s'enfonça dans l'obscurité. Camille attrapa le chuchoteur, le fourra dans sa poche et empoigna l'échelle. Quand le mercenaire du chaos arriva dans la salle, elle était vide. Aucune piste ne s'offrait à lui. De rage, il donna un violent coup de pied dans une caisse de bois, faisant tomber un livre dont il lut machinalement le titre. L'art d'être grand-père. Il ne comprit pas. Chapitre 10. Petite hydratation. Il était 10 heures quand Camille et Salim pénétrèrent dans la cour d'honneur de l'école des beaux-arts. L'état de leurs finances ne leur avait pas permis de prendre un petit déjeuner, et leur ventre grognait sans qu'ils y prêtent attention. Ils s'attendaient à être interpellés par un surveillant ou un professeur, mais ils parvinrent sans encombre à la salle Stratis Andreadis. Une douzaine d'étudiants étaient plongés dans des encyclopédies d'art, des catalogues illustrés, ou utilisaient des ordinateurs dingueries. Impressionnés par la magnificence de la pièce, ils restèrent un instant sur le seuil, n'osant pas avancer. Une étudiante blonde qui arrivait derrière eux leur demanda « Je peux vous aider ?» « Je crois oui, admit Camille. Nous cherchons quelqu'un, un étudiant, certainement en 2e année. Il s'appelle Mathieu Boulanger. »« Mathieu? Je le connais bien, nous travaillons ensemble. Il est inscrit à l'atelier multimédia. Il doit réviser ses examens dans une des salles d'informatique. » Le problème, expliquait Camille, c'est que nous ne l'avons jamais vu. J'ai peur de passer à côté de lui sans le reconnaître. La jeune fille eut l'air surprise. Pourtant, elle s'abstint de tout commentaire. « Tu ne peux pas le rater, leur assura-t-elle. Certainement le plus beau garçon de l'école. Grand, bien bâti, des cheveux châtains clairs et des yeux d'une couleur incroyable. » Elle regarda Camille avec attention et ajouta « Du même violet que les tiens en fait. Vous êtes parents ?»« C'est un cousin éloigné, mentit Camille, et je profite d'un voyage à Paris pour faire sa connaissance. »
Dans ce cas, bonne chance. Les salles d'informatique sont à l'étage au-dessus. Mathieu doit se trouver dans la première à gauche. Camille remercia l'étudiante et en trépignant d'impatience s'engagea dans les escaliers. Calme-toi, lui conseilla Salim, ça m'étonnerait que ce Mathieu ait envie d'être le frère d'un ressort. Il s'appelle pas Mathieu mais Akiro. C'est ça, commenta le garçon, et la dernière fois que je t'ai appelé Ewilan, tu as failli m'étrangler. C'est pas pareil. Salim ne répondit pas, mais sa grimace en disait long sur le fond de sa pensée. La salle informatique était une immense pièce blanche où trônaient de nombreux ordinateurs. Plusieurs blocs de climatisation rafraîchissaient l'air et les étudiants qui travaillaient là étaient davantage couverts que les autres. Camille se posta à l'entrée de la salle et les observa les uns après les autres. Aucun ne correspondait à la description faite par l'étudiante. Elle s'avança de quelques pas et son cœur bondit dans sa poitrine. Son frère était là, penché sur un clavier d'ordinateur, levant parfois les yeux sur l'écran intensément concentré. C'était en effet un garçon séduisant. Comme dans un rêve, Camille se dirigea vers lui. Elle s'arrêta de ses côtés sans qu'il ait paru remarquer sa présence. Toute son attention allait aux courbes colorées qu'il générait sur son écran. Mathieu souffla-t-elle. Il ne bougea pas. Mathieu incita-t-elle. Il tourna la tête, visiblement contrarié d'être dérangé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Sa voix était sèche, désagréable, et Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle s'obligea à rester impassible. Il faut absolument que je te parle. Et moi, il faut absolument que je finisse ce travail. Je ne pourrai jamais le boucler si je suis dérangé toutes les 5 minutes. À peine eut-il craché ces mots qu'il se replongea dans sa tâche. La phrase avait agi comme une gifle. Camille recula, pâlit. Elle jeta un regard catastrophique à Salim, qui se tenait en retrait, feignant de s'intéresser à une grosse imprimante laser, puis se retourna vers son frère. Mathieu, c'est important, très important. En poussant un soupir excédé, Mathieu leva les yeux vers elle. Qui es-tu d'abord et qu'est-ce que tu me veux? Je m'appelle Camille du Ciel, je suis là pour te parler de tes parents, tes vrais parents. Il la dévisagea un long moment sans rien dire. C'est quoi encore ces histoires? Lança-t-il finalement. Ce ne sont pas des histoires, c'est la vérité, incita Camille. Est-ce que tu peux te libérer 10 minutes que nous en discutions? Elle avait parlé calmement, pourtant son cœur battait la chamade. C'est bon, acquiesça Mathieu, mais pas maintenant. Je dois prendre des photos d'un vieil immeuble en cours de rénovation juste derrière le quai Malaquais. Et j'ai l'autorisation d'y entrer pendant la pause des ouvriers. Rejoins-moi là-bas vers 12h30. Tu ne peux pas le rater, sa façade est couverte d'échafaudage. Je serai à l'intérieur. D'accord, murmura Camille, mais Mathieu ne la regardait déjà plus. Elle se détourna et rejoignit Salim. Alors s'enquit le garçon. Elle fit la moue puis répondit. Alors j'ai peur d'avoir tiré au sort l'imbécile le plus prétentieux de l'école des beaux-arts. On s'en va. En passant devant la salle Andréadis, ils tombèrent nez à nez avec la jeune étudiante qui les avait renseignés. Vous avez trouvé Mathieu demanda-t-elle. Oui, répliqua Camille sans essayer de masquer sa déception. Et je crains d'avoir perdu mon temps. Il t'a envoyé promener traduisit la jeune fille. Ce n'est pas étonnant. Les examens commencent la semaine prochaine, et nous sommes tous sur les nerfs. En plus, Mathieu et moi devons rendre un dossier sur un sujet barbare qui traite de l'impact du changement de matière sur la perception de l'homme à son milieu. Mathieu est tellement tendu que je redoute parfois qu'on ne réussisse pas à boucler le boulot à temps. Ce n'est pas le bon moment pour faire connaissance avec lui. Camille eut un sourire amer. Ça n'excuse pas tout, marmonna-t-elle avec un sourire amer. Ok. Pas tout mais beaucoup, ne lui en veux pas trop. Un peu plus tard, Camille et Salim partirent en reconnaissance du côté du quai Malaquais. Ils n'eurent aucune difficulté à trouver l'immeuble dont avait parlé Mathieu. C'était un beau bâtiment comportant une cour intérieure et s'élevant sur 4 étages. Des ouvriers protégés par des filets travaillaient sur sa façade, tandis que d'autres œuvraient à l'intérieur. Ils marchèrent un peu pour oublier qu'ils mouraient de faim. Ils passèrent un moment à regarder les vieux livres proposés par les bouquinistes, mais Camille ne se détendit pas. La rencontre avec son frère l'avait perturbée, et elle la raconta pour la 10e fois à Salim. Peut-être était-il vraiment stressé par ses examens, suggéra son ami. Camille se contenta de sourire tristement. Et puis en fait, continua Salim, on s'en fiche. Tout à l'heure, tu l'expédieras en Gwendalavir. Une fois là-bas, il n'aura qu'à faire son cinéma à Edwin ou à Bjorn. Sûr qu'ils sauront lui expliquer la vie. Salim, tu dis n'importe quoi. Encore? J'avais pourtant l'impression d'être plutôt malin sur ce coup-là. Ne crois tout de même pas que je vais envoyer Mathieu en Gwendalavir sans son accord. Et pourquoi pas? Parce qu'il est hors de question que je fasse une chose pareille. Je dois le convaincre de s'y rendre volontairement. Mais tu pourrais le faire, oui. Alors n'hésite pas, Non, Salim, je ne le ferai pas. Inutile d'insister. Le garçon leva les yeux au ciel en soupirant.
Pas de problème, tu fais comme tu veux, comme d'habitude depuis des années et certainement pour les siècles à venir. Salim le menaça Camille. Si tu fais ta mauvaise tête... Ça alors, regarde. Elle désignait l'étalage d'un marchand de journaux. À la une d'un quotidien, leur nom apparaissait en grosses lettres, suivi d'un titre évocateur. Deuxième kidnapping. D'un commun accord, ils se dirigèrent vers le kiosque et Salim saisit un journal, malgré les regards courroucés du vendeur. Le journaliste évoquait le mystère qui entourait leur disparition et signalait la blessure heureusement sans gravité de Monsieur Duciel. Il expliquait que de très importants moyens policiers avaient été mis en œuvre, que le responsable de cet événement, bien qu'encore inconnu, ne tarderait pas à être capturé. Salim poussa un juron. Le retour permet d'être folklorique, commenta-t-il. Camille se contenta de soupirer. La vie de ses parents adoptifs allait devenir insupportable. Elle regarda sa montre. En route, il est midi et je ne voudrais pas faire attendre Monsieur Bonne Manière. Chapitre 11. La grille de l'immeuble était entrebâillée. Ils se faufilèrent dans la cour. Il aurait pu nous attendre ici, maugréa Camille. Comme celle donnant sur la rue, les façades intérieures étaient cachées par des échafaudages montants, jusqu'au toit et de longs filets de protection verts. Camille avisa une porte grande ouverte, au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Elle donnait sur un hall, au sol joncé de gravats et aux murs décrépits. Il leur semblait entendre du bruit au premier étage et Camille appela. « Mathieu, Mathieu !» Comme personne ne répondait, elle se tourna vers Salim qui haussa les épaules. « Je suppose qu'il va falloir explorer tout l'immeuble si nous voulons le trouver, dit-il. Cet endroit me donne des frissons, indiqua Camille. On dirait le décor d'un mauvais film d'horreur. Je vois le genre, renchérit Salim, quelque chose comme la terrible nuit du crustacé sanguinaire. Ce n'est pas drôle. Bien, chef, on y va? Ils empruntèrent un colossal escalier de pierre jusqu'au premier étage. Le palier s'ouvrait sur une pièce aux dimensions d'une salle de bal. Le sol était recouvert d'un parquet en mauvais état. Le plafond, étayé par de grosses poutres, semblait prêt à s'affaisser, et les fresques peintes sur les murs s'écaillaient. L'ensemble offrait toutefois une incontestable impression de magnificence. Au fond de la salle, Mathieu photographiait un pan de mur. « Tu ne crois pas qu'il aurait pu nous répondre ?» remarqua Salim. Camille, sans un mot, traversa la pièce en direction de son frère. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il se tourna vers elle avec un air agacé. « Ah, c'est vrai, dit-il, je t'avais oublié, toi. Et je suppose que tu m'as pas entendu t'appeler. »« Mes examens approchent, rétorqua-t-il, j'ai énormément de boulot, alors s'il te plaît, dis ce que tu as à me dire et ne me fais pas la leçon. » Salim, qui s'était approché, sentit Camille se tendre. Il la savait proche de l'explosion. Il fut donc surpris lorsqu'elle déclara d'une voix posée. « Bien, j'avais prévu plusieurs manières d'aborder le sujet avec toi, mais vu ton comportement, je vais être direct et concise, ça te va ?» Mathieu soupira en regardant sa montre tandis que Camille continuait de sans se démonter. Une seconde. Tu es un enfant adopté, tu dois le savoir. Et j'ai toutes les raisons de croire que je suis ta sœur, même si cela ne m'enchante pas. Je sais qui sont nos véritables parents et je suis là pour t'en parler. Mathieu, qui depuis leur arrivée affichait son agacement, se figea soudain et la regarda, abasourdi. Les mots de Camille avaient percé le mur d'arrogance derrière lequel il s'abritait. Il voulut parler mais ne lui laissa pas le temps. Si tu es bien celui que je crois, tu dois avoir un trou dans tes souvenirs. Impossible de te rappeler de ce que tu as vécu avant tes 11 ans, je me trompe? Mathieu acquiesça de la tête. Maintenant écoute-moi attentivement. Nous sommes originaires d'un univers parallèle. Nos parents nous ont mis en sécurité dans ce monde-ci. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir nous rechercher. Je suis passé de l'autre côté sans le faire exprès, et c'est ainsi que j'ai appris la vérité. Mathieu se détourna sans hâte, il rangea son appareil photo dans un sac posé à ses pieds, avant de se perdre dans la contemplation de la fresque murale. En quelques phrases, cette fille qui se prétendait sa sœur avait fait voler en éclats ses certitudes. Recoller les morceaux de son assurance brisée était essentiel pour son équilibre. Il se tint immobile un long moment, que Camille se mit à profit pour calmer les battements de son cœur. Quand enfin elle lui fit face, elle était apaisée, mais lui maîtrisait à grande peine sa nervosité. « Je ne sais pas comment tu as appris toutes ces choses sur moi, » lança-t-il d'une voix hésitante. « Et j'ignore quel est ton but. Mais je ne peux pas croire à ton histoire, je ne suis pas ton frère, et ton univers de science-fiction n'existe pas. »
Il finit de ramasser son sac. Salim se prépara à intervenir. Il avait franchi trop d'obstacles pour que ça finisse ainsi. Camille le dévança. De ferme, sa voix était devenue dure et tranchante. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Que tu le veuilles ou non, ce que je t'ai dit est vrai, et des gens ont besoin de toi. Il y a des vérités qu'il est impossible de fuir. Mathieu se tourna vers elle. Des sentiments contradictoires se disputaient les traits de son visage. Tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Articula-t-il. J'ai été adopté, c'est vrai, et longtemps j'ai rêvé que je trouvais ma famille. Comment veux-tu que je te Mais comment veux-tu que je croie ce que tu me racontes ? C'est totalement inimaginable. Camille fermait les yeux. Elle ne pouvait pas en vouloir à son frère d'être incrédule. Il fallait pourtant le convaincre. Qu'est-ce que c'est ? Reprit-il d'une voix étonnée. Un rat ? Il désignait du doigt la poche de Camille et le shooter qu'il le fixait avec attention. Ce n'est pas un... commença Camille. Puis elle se tut. Le dessin véhiculé par le petit animal était en train de naître. Se prépara à recevoir le message, mais cette fois il ne lui était pas adressé. Elle ne perçut rien. Mathieu en revanche sursauta. Il tourna la tête pour découvrir l'origine des paroles qu'il entendait. Tout d'un coup, ses yeux s'écarquillaient alors qu'il prit conscience qu'elles se déversaient directement dans son esprit. Camille savait ce qu'il ressentait, ce qu'il ressentait. Pour Mathieu, qui n'avait pas admis la réalité de Gwenda Lavire, ce devait être vraiment incroyable. Lorsque le dessin eut disparu, il resta un long moment bouche bée avant de balbutier. Qu'est-ce que... Notre mère, je pense, indiqua Camille. Tu es prêt à m'écouter maintenant ? Il hocha la tête et s'assit par terre. L'expérience l'avait secoué. 1 heure plus tard, Camille achevait son histoire sans que Mathieu l'ait interrompue une seule fois. Elle avait tout raconté, omettant simplement les passages qu'elle ne considérait pas comme essentiels. Quand elle eut fini, le visage de son frère était pâle, presque livide. « Je suis incapable de faire ce que tu attends de moi, dit-il finalement, je ne peux pas libérer ces prisonniers. » Sa voix avait changé. La suffisance qui la caractérisait un peu plus tôt avait cédé place à des vacillements qui traduisaient son incertitude. Camille lui sourit. « J'ai peur que tu n'aies pas le choix. » Mathieu passa la main dans ses cheveux. « J'ai toujours su que j'avais ce don, admit-il. Je m'en suis servi à de nombreuses reprises, et aujourd'hui c'est vrai, je le domine entièrement. Mais je ne vois pas à quoi il pourrait servir dans l'univers dont tu parles. Modifier les couleurs n'a qu'un intérêt limité dans une guerre, non ?» Camille le regarda bizarrement. « Modifier les couleurs ? Que veux-tu dire ? Je croyais que tu savais, je change les couleurs des peintures. C'est tout ? Écoute, c'est vraiment important que je te parle du don. J'entends la possibilité de faire basculer dans la réalité tout ce que tu imagines, c'est bien ça ?» Mathieu se leva d'un bond. Il paraissait excité et soulagé à la fois. Heureux de parler de ce qu'il avait toujours tu et rassuré de l'idée qu'il serait peut-être pas obligé de partir. « Mais je ne fais rien basculer du tout, dit-il en criant. Presque. En criant presque. Je transforme simplement les couleurs. Regarde. Non, hurla Camille. Il était trop tard. Déjà le dessin naissait. Sur la fresque murale, les couleurs passées retrouvèrent le brillant du neuf. Les dégradés s'affinèrent, de nouvelles teintes naquirent. L'effet était saisissant, mais témoignait d'un pouvoir étroit, limité, à une infime partie de l'imagination. Mathieu n'était pas un vrai dessinateur. Il se tourna pourtant triomphant vers elle. « Tu vois, c'est génial, non ?» Camille ne l'écoutait pas. Tous ses sens en éveil, elle guettait l'émergence d'un dessin beaucoup plus redoutable. Quand le mentai apparut à l'autre bout de la salle, elle se tenait prête et passa immédiatement à l'action. Une cage brillante apparut au-dessus de l'homme, en costume gris. Il eut un sourire moqueur, et avant que les barreaux ne l'enferment, il ligatura la cage au plafond à l'aide d'une centaine de filins d'acier. Il fit ensuite un geste et une boule de feu naquit au bout de ses doigts, avant de filer comme une flèche droit sur Camille. La parade s'imposa d'elle-même. Une vague née de l'imagination de Camille jaillit du plancher et avala la boule de feu avant de disparaître. Une nouvelle sphère enflammée fusa, suivie d'une dizaine d'autres. Chaque fois un mur d'eau se dressa pour les éteindre. Mathieu, pétrifié par la stupeur, contemplait la scène sans bouger, tandis que Salim cherchait désespérément une solution des yeux. Camille, elle, était calme, presque détendue. Des ondes de confiance émanaient du chuchoteur, blotti dans sa poche, et renforçaient sa sérénité. Soudain, le mercenaire arrêta ses tirs. Il venait de prendre conscience de la présence des garçons. Ils étaient le point faible de sa proie. Elle ne les abandonnerait jamais, il avait donc gagné. Il dessina son arme favorite, et quand la longue lame serpentine apparut dans sa main, un frisson de plaisir le parcourut. La mise à mort constituait toujours le moment le plus intense de la traque. Il s'élança vers ses victimes. En une fraction de seconde, une dizaine de stratagèmes défilèrent dans l'esprit de Camille. Mais ce furent les mots prononcés par la jeune étudiante le matin même qui s'imposèrent. Un sujet barbare qui traite de l'impact du changement de matière sur la perception que l'homme a de son milieu. Camille sourit. Un voile de soie se matérialisa devant le mercenaire. Sans le ralentir, il la déchiqueta de son épée.
Il se trouva face à une teinture de satin, à laquelle il fit subir le même sort. Velours, coton, laine, dentelle, velours. À chaque pas, le mercenaire frappait comme un forcené, exaspéré d'être ralenti par ces ruses de fillette. Soie, coton, acier. Le sabre tinta avant de se briser en 3 morceaux, dont l'un lui entailla profondément la cuisse. Le mercenaire se figea. Le choc avait été atroce, et son bras cassé en plusieurs endroits ne le servait plus à rien. La tenture d'acier qui l'avait piégé disparut. Sa proie se tenait devant lui à quelques mètres, droite et souriante. Il eut un rictus. Il était Mentai. Il pouvait tuer n'importe qui à main nue en un dixième de seconde. Cependant, il allait prendre tout son temps pour elle. Elle se mit à dessiner, mais il était sur ses gardes. Il créa un souffle de vent qui fit voler au loin les balles qu'elle lançait vers lui, et évita sans difficulté les 3 boules de fond dissimulées parmi les balles en caoutchouc. Tu ne m'auras pas 2 fois, railla-t-il en faisant un pas en avant. Il lui semblait entendre la fille murmurer. Il tendit l'oreille. Impact, matière. Un gros cube de carton naquit devant lui. Il l'écarta du pied, surpris qu'il ne dissimule pas de piège. Un autre bloc de mousse, cette fois, apparut juste au-dessus de sa tête. Il leva son bras valide pour le repousser, et perçut trop tard le deuxième dessin. Ce n'était plus de la mousse qui le surplombait, c'était un bloc de béton de plusieurs tonnes. Le mercenaire traversa le plancher, brisé comme s'il avait été de paille, et dans un fracas énorme, la masse de béton, en s'écrasant contre la pierre du sol, le réduisit à néant. Camille s'assit lourdement et prit sa tête entre ses mains. « Camille !» cria Salim en se précipitant vers elle. Elle le regarda en grimaçant. Tu as déjà entendu parler de l'impact du changement de matière sur les mercenaires du chaos ? Salim la prit dans ses bras et la serra de toutes ses forces. Tu es merveilleuse, je le pense vraiment. Il se redressa et pour cacher sa gêne, se tourna vers Mathieu qui s'était approché. Contre le coup du combat auquel il avait assisté, le jeune homme tremblait comme une feuille. Tu es blessé ? S'inquiéta-t-il. Non, ça va, le rassura-t-elle en se levant. Mathieu jeta un regard autour de lui. Il y a encore des risques, je veux dire, qu'un autre apparaisse ? Je ne crois pas, indiqua-t-elle, mais nous ferons bien de ne pas nous attarder ici. Le vacarme risque d'attirer du monde et je n'ai pas envie d'expliquer ce que fait ce bloc de béton au rez-de-chaussée. Mathieu expira longuement. L'image du mentai le poursuivait. Le trou béant dans le sol attirait irrésistiblement son regard, ses pensées s'égaraient. Il lui fallait se secouer. « Suivez-moi, proposa-t-il. Nous avons besoin de boire un coup après ça et nous devons parler. » Chapitre 12. Ils se retrouvèrent bientôt attablés à la terrasse d'un café. Mathieu avait commandé des boissons et des sandwichs, qu'ils attaquèrent avec entrain. Ce qu'ils venaient de vivre avait transformé leur relation. Ils étaient liés par le moment intense qu'ils avaient partagé. Mais encore abasourdis, avaient du mal à en parler. « Je ne partirai pas avec vous, » annonça finalement Mathieu. « On t'a dit que tu n'avais pas le choix, » intervint Salim, du tac au tac. Camille le fit taire en posant une main sur son bras. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Parce que je ne suis pas celui que tu pensais trouver, » expliqua Mathieu. « Le don que je possède et qui me paraissait hier si formidable n'est rien à côté de ton pouvoir. Je suis incapable de sauver qui que ce soit. » Il laissa s'écouler quelques secondes avant de continuer. « J'ai peur aussi, l'inconnu ne m'attire pas, au contraire, je suis bien ici, je fais des choses formidables. Je ne veux pas m'exiler. »« Et nos parents ?» insista Camille en plantant ses yeux dans les siens. « Tu n'as pas envie de les retrouver ?» Il hésita et inspira longuement avant de répondre. « J'ai des parents, un père et une mère qui m'ont accueilli et me chérissent comme leur propre fils. Alors que ceux dont tu parles sont des inconnus, peut-être morts depuis des années. Ce que tu me proposes, et je suis désolé si cela te blesse, ressemble à la poursuite d'une chimère. » Pourtant tu as reçu le message du chuchoteur, le pressa Camille. Le visage de Mathieu se teinta de compassion. Ce n'est qu'un animal, objecta-t-il d'une voix douce, doté de pouvoir psychique sans doute, mais pour le reste guère différent d'une souris, tu ne peux tout de même pas te fier au dire d'un rongeur. Camille accusa le coup. Elle était intimement convaincue que leurs parents étaient vivants. Leur mère lui avait parlé et à travers chacun de ses mots, elle avait senti la présence de leur père. Elle en était convaincue. Même si elle ne parvenait pas à en persuader Mathieu, il était heureux lui, et cela faisait toute la différence entre eux. Elle ferma son esprit au chagrin qui pointait son nez. Elle pleurerait plus tard, ce frère à peine entrevu. Pour l'instant, elle avait des amis à secourir. Elle se leva. « Que fais-tu » s'étonna Mathieu. « Je m'en vais. Je n'ai plus rien à faire ici et parler plus longtemps avec toi rendrait notre séparation trop douloureuse. Je préfère ne pas te connaître davantage, puisque nous ne nous reverrons certainement jamais. Je te souhaite beaucoup de bonheur, mon frère. » Mathieu sursauta. Tout se déroulait trop vite. Il ouvrit la bouche pour la rappeler, pour se justifier, mais elle lui avait déjà tourné le dos et s'éloignait.
Salim se leva à la hâte. Il contempla Mathieu, effondré sur sa chaise. Pas sûr que ça soit le bon choix, vieux, lança-t-il. C'est vraiment chouette là-bas. Il lui tapota gentiment le bras et partit en courant à la poursuite de Camille. Il la rattrapa alors qu'elle pénétrait dans une ruelle. Au bruit de sa course, elle se retourna et l'attendit. Lorsqu'il parvint à sa hauteur, il voulut parler, mais elle le fit taire d'un geste. Écoute-moi, Salim. Je vais rejoindre Edwin, Bjorn et les autres. Nous allons nous battre pour rejoindre les figés. Et quand nous les aurons trouvés, je les éveillerai. Je sais que j'ai le pouvoir de le faire. Ce sera difficile. Wendalavir est un monstre que nous connaissons mal. Et c'est un monde en guerre. Dans une semaine, je serai peut-être morte. Et si je survis, il y a très peu de chances que je revienne un jour. Je sais. Et tu veux quand même m'accompagner? Oui. Pourquoi? Tu ne veux pas en parler? Un ange passa, et Salim réussit à briser le silence. Hé ma vieille, tu crois vraiment que ta mère est vivante et qu'elle se sert du chuchoteur pour te parler? Camille sourit en caressant la bestiole au travers de sa poche. Je ne crois pas, j'en suis sûr. Génial, s'exclama Salim avec conviction. Et si on y est maintenant? Plus rien ne nous retient ici. Si, une dernière chose à dire. Vas-y alors, Salim, oui? Moi aussi. Un grand sourire incrédule se peignit sur le visage du garçon. Mais déjà Camille avait saisi sa main. Il n'y eut aucun bruit, aucune lumière. Et dans la ruelle, il n'y avait plus personne. Fin du tome 1 des Willan. La quête des Willan d'un monde à l'autre. Hop. Euh, j'aime beaucoup ce bouquin, comme tous les bouquins que je vais lire de toute manière. Vous ne verrez pas lire un bouquin que je n'aime pas. Donc c'est un peu un pléonasme. En attendant, une petite annonce à faire pour les prochains bouquins que je vais lire. Je vais essayer un nouveau format sur des vidéos plus courtes avec un chapitre à la fois. Ça sera sûrement plus simple pour les gens de lire et ça me permettra moi de lire plus tranquillement plutôt que de faire directement un rush de 10 chapitres. Ce qui est très éprouvant notamment pour la voix. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Je vais continuer du coup sur la quête des Willan sur les prochains tomes. En espérant que ça vous plaise toujours. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe quand vous êtes. Et je vous souhaite à tous de passer du bon temps. Prenez soin de vous, au revoir.